Bon, bah, on va commencer la séance. Donc, merci de l'avoir suivi hier si vous étiez là hier. Merci de la suivre aujourd'hui. Et nous allons commencer cette journée en écoutant Marie Pénavet de l'Université de Bordeaux, qui va nous parler de l'apport des neurosciences dans l'étude du phénomène criminel, quand la finalité interventionniste prime sur la recherche de l'explication. Alors, elle aura 30 minutes pour nous présenter son discours et ce sera suivi de 10 minutes de questions. Voilà. Marie, la parole est à vous. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, pardon, j'ai une petite voix. Je vais commencer l'écran partagé. Ah, Alors, c'est à moi de... bon, déjà, merci. Merci beaucoup Enfin, je suis très ravie de participer à ces journées. D'autant plus que les interventions qui vont suivre m'ont l'air assez passionnantes. Donc, je suis vraiment ravie de parler de mon travail de thèse. Ah, là, c'est bon. Alors, attendez. C'est bon? Est-ce que tout le monde voit le diapo? C'est bon, oui. Ok, parfait. Bon, mais merci encore. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais préciser le contexte dans lequel s'inscrit le programme de recherche que je vais présenter et la perspective que je vais adopter. Donc, la question très générale qui sous-tend mon exposé, c'est la question de l'apport des neurosciences pour informer, voire résoudre des problématiques qui relèvent généralement des sciences humaines et sociales. Et plus précisément, la question de savoir si les phénomènes mentaux ou les comportements peuvent être réduits à des mécanismes neurobiologiques. Donc cette question, elle est épistémologique. Elle pose le problème de la portée explicative des neurosciences cognitives, c'est-à-dire la question de savoir ce que les neurosciences cognitives peuvent nous dire sur les phénomènes mentaux ou les comportements. Donc vous avez ici une cartographie des différentes positions qui sont soutenues à l'égard des neurosciences et de leur pouvoir explicatif, donc des plus réductionnistes, que l'on appelle les éliminativistes, aux anti-réductionnistes. Donc l'éliminativisme, c'est la version forte du réductionnisme. Non seulement les comportements ou les phénomènes mentaux peuvent être entièrement expliqués par des mécanismes neurobiologiques, mais surtout il faudrait éliminer toute autre explication parce que l'explication neurobiologique est jugée la plus pertinente, la plus à même de rendre compte de nos comportements. Donc il faudrait éliminer la criminologie pour la remplacer par une neurocriminologie, développer une neuroéducation qui viendrait à terme substituer les sciences de l'éducation traditionnelles, etc. La finalité de ces neurodisciplines, c'est de construire des catégories normatives exploitables à des fins sociales, politiques ou judiciaires. Donc il s'agit d'utiliser les outils ou les données neuroscientifiques pour orienter les stratégies marketing, définir les méthodes pédagogiques les plus efficaces, ou dans le cas de la neurocriminologie, pour répondre aux questions relatives à l'explication, la prévention ou la prise en charge de la criminalité. La perspective que je vais adopter s'inscrit dans le domaine de la philosophie des neurosciences. Alors, de manière générale, la philosophie des neurosciences s'attache à analyser les outils, les méthodes, les résultats ou les concepts des neurosciences. Elle n'adopte pas forcément une position anti-réductionniste, c'est-à-dire un rejet de principe contre la réduction du mental au cérébral, puisqu'elle questionne à la fois les raisons de l'engouement suscité par les neurosciences et la légitimité des craintes qui sont formulées à leur encontre. La philosophie des neurosciences peut donc s'avérer très utile pour questionner l'apport des neurosciences dans l'étude du phénomène criminel, puisqu'elle permet d'évaluer la portée explicative et normative des outils ou des données neuroscientifiques. Pour savoir si l'on peut donner un sens à l'ambition d'utiliser les outils neuroscientifiques comme un instrument de connaissance du sujet criminel, il faudrait d'abord déterminer ce que les neurosciences peuvent nous dire sur les phénomènes mentaux ou les comportements. Alors, dans cette présentation, je vais proposer une analyse interne au champ de la neurocriminologie, c'est-à-dire une analyse qui prend pour objet non pas les neurosciences en tant que telles, mais l'usage des outils neuroscientifiques pour résoudre le problème de la criminalité et de sa prise en charge. Alors, la neurocriminologie, c'est un programme de recherche qui s'est développé au début des années 40
dans le monde anglo-saxon, mais qui s'est surtout développé dans les années 90 grâce à l'émergence des techniques de neuroimagerie comme l'IRM fonctionnel. Alors, ce programme de recherche représente plusieurs centaines d'études qui sont publiées dans des revues de neurosciences cognitives, de psychiatrie biologique ou de neurosciences sociales. Et ces études proposent d'enregistrer l'activité cérébrale de criminels détenus dans des institutions carcérales ou psychiatriques, dans l'objectif d'isoler les caractéristiques neurobiologiques des individus représentant une menace pour la société. En parcourant la littérature publiée depuis les années 90 globalement, on voit clairement émerger les quelques figures de la dangerosité qui concentrent l'essentiel de la recherche en neurocriminologie. Les criminels violents, généralement condamnés pour meurtre, les auteurs d'infractions sexuelles, et en particulier les pédocriminels, et les criminels atteints du trouble de la personnalité psychopathique. Et ce qui est intéressant de comprendre, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'analyse du discours neurocriminologique ne suffit pas à identifier la nature des finalités poursuivies par les chercheurs. Aucune étude ne formule explicitement l'ambition d'utiliser les techniques de neuroimagerie comme un instrument pour évaluer la dangerosité d'un individu. Les neurocriminologues entretiennent un certain flou quant aux ambitions réelles de leur recherche. Ils font preuve d'une grande prudence parce qu'ils revendiquent une démarche scientifique inspirée de la méthodologie classique des neurosciences cognitives. Donc, ils cherchent à asseoir leur autorité scientifique sur le terrain des neurosciences en contribuant à l'identification des mécanismes neurobiologiques impliqués dans divers comportements, comme le contrôle de soi, la régulation émotionnelle ou la formation d'un jugement moral. De là apparaît une question épistémologique majeure qui a motivé l'examen attentif des publications parues depuis le début des années 40 jusqu'aux récentes recherches basées sur la neuroimagerie fonctionnelle. Quel est le pouvoir explicatif de la neurocriminologie? Non pas tant la question de savoir si l'on peut donner un sens à l'ambition d'utiliser les neurosciences comme un instrument de connaissance du comportement criminel. La question qui m'intéresse, c'est la question de la portée explicative et normative des résultats publiés dans le champ de la neurocriminologie. Donc la problématique générale qui sous-tend mon exposé, c'est la question de savoir si on a affaire à un programme de recherche véritablement scientifique ou à un projet idéologique qui répond à une visée prescriptive pour orienter les politiques pénales en matière de lutte contre la récidive. Alors on a déjà là quelques indices qui permettent de répondre à cette question. En fait, la neurocriminologie s'est construite autour d'une double stratégie qui vise à redéfinir en termes neurobiologiques tous les problèmes relatifs à l'explication, la prévention et la prise en charge de la criminalité. Donc, je vais prendre le temps d'expliciter ces deux stratégies afin de déconstruire la posture scientifique qui est revendiquée par les chercheurs et montrer toute la circularité de leur démarche. Ce qui est vraiment intéressant dans ce programme de recherche, c'est que les chercheurs s'efforcent d'anticiper les critiques de cérébrocentrisme, d'inéisme, et de désamorcer le procès de l'idéologie scientifique. Il y a un soupçon d'idéologie qui apparaît intuitivement à la lecture des publications, mais qui n'a jamais été démontré sur le plan épistémologique. La perspective que je vais adopter consiste donc à examiner la rationalité interne du projet, c'est-à-dire à examiner la logique argumentative qui préside à l'approche neurobiologique du crime, en portant une attention particulière aux concepts mobilisés dans la littérature, à la validité des inférences interprétatives, mais aussi aux présupposés qui sous-tendent chacun des choix méthodologiques opérés. J'insiste sur ce point parce que l'approche épistémologique que je cherche à défendre est une épistémologie qui n'est pas détachée de la réalité des pratiques scientifiques et qui essaie de s'approcher au plus près du raisonnement adopté par les chercheurs. Donc, dans la perspective qui est la mienne de déconstruire un programme de recherche qui revendique cette scientificité, il me paraît crucial de me placer sur le terrain des neurocriminologues en prenant au sérieux les arguments qu'ils mobilisent pour fonder leur autorité scientifique. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une analyse conceptuelle et méthodologique de la littérature publiée depuis les années 90. Donc, ces conclusions se rapportent à un volet de ma thèse qui visait à évaluer la légitimité scientifique des ambitions de la neurocriminologie. Donc, je laisserai de côté l'autre axe d'analyse de ma thèse,
qui proposait de resituer la neurocriminologie dans l'histoire de la phrénologie, la criminologie du 19e siècle. Pour celles et ceux qui sont peut-être familiers avec les thèses de Franz Joseph Gall ou Cesare Lombroso, c'est peut-être déjà évident. En fait, l'analyse de la littérature révèle une identité épistémologique avec des thèses dont la scientificité a été invalidée depuis plus d'un siècle. Et cette filiation apparaît nettement dans l'un des résultats, enfin dans le résultat le plus significatif du domaine. Toutes les études s'accordent à montrer que les criminels présentent un certain nombre d'anomalies cérébrales, donc qui se traduisent par des déficits d'activité, des atrophies ou des irrégularités structurelles ou fonctionnelles. Mais surtout, ces études montrent que le degré d'anomalie cérébrale est directement corrélé au niveau de dangerosité de l'individu. Donc, le criminel violent, impulsif, récidiviste est systématiquement associé à un excès d'anomalie cérébrale, c'est-à-dire à une proportion d'anomalies qui est nettement supérieure à celle des criminels qui ont commis un crime isolé, condamnés pour homicide involontaire ou légitime défense, et qui présentent une structure de la personnalité relativement stable. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les neurocriminologues ne cherchent pas tant à isoler les spécificités cérébrales des criminels par rapport aux sujets issus de la population générale, mais à caractériser sur le plan neurobiologique la figure paradigmatique de la dangerosité. Adrian Raine, qui est une figure majeure de la neurocriminologie contemporaine, a publié une série d'études qui proposent d'isoler les spécificités cérébrales de deux catégories mutuellement exclusives selon les antécédents familiaux des individus ou les circonstances de leur crime. Donc, par exemple, entre des criminels qui ont souffert de carences psychosociales pendant leur enfance et des criminels ayant bénéficié d'un environnement socio-familial stable. Cette démarche typologique et classificatoire, c'est le paradigme de la neurocriminologie. L'essentiel de la stratégie consiste à quantifier la dangerosité des individus, c'est-à-dire à fonder des catégories criminelles sur des catégories naturelles spécifiques, donc des catégories neurobiologiques, dans l'objectif d'indexer le niveau de dangerosité des individus sur le degré de leurs anomalies cérébrales. Les neurocriminologues cherchent à construire une typologie criminelle qui fait de l'excès d'anomalie le stigmate caractéristique de la dangerosité de l'individu. Donc, je vais prendre le temps d'expliciter la logique des stratégies de recherche mobilisées par les chercheurs pour asseoir la légitimité scientifique de leur projet. La première stratégie révèle toute l'ambivalence du discours de la neurocriminologie vis-à-vis de l'influence des facteurs socio-environnementaux dans le développement du comportement criminel. Ce double discours est entretenu par le fait que le développement du projet se partage entre un programme fort, donc qui vise à expliquer le comportement criminel par la présence d'anomalies cérébrales, et une dynamique de recherche interdisciplinaire, donc que l'on appelle la criminologie biosociale, qui vise à étudier les phénomènes d'interaction entre les facteurs neurobiologiques et socio-environnementaux. Il faut bien comprendre que cette dynamique de recherche s'inscrit au cœur même de la stratégie déployée par les chercheurs pour assurer leur propre légitimité scientifique et anticiper ou désamorcer les accusations de cérébrocentrisme. Elle est portée par des figures emblématiques du programme fort, comme Adrian Raine, lesquelles cherchent à un moyen d'étendre leur reconnaissance institutionnelle en multipliant les initiatives interdisciplinaires. Adrian Raine, qui a publié la toute première étude utilisant une technique de neuroimagerie fonctionnelle sur des criminels, et qui est le neurocriminologue le plus cité dans la littérature, Adrian Raine est l'un des principaux acteurs de ce double discours. Depuis les années 90, il s'applique à rechercher dans le cerveau des criminels ce qu'il nomme lui-même des prédispositions à la violence, tout en co-signant régulièrement des études dites intégratives qui visent à identifier les bases biosociales de la criminalité. La stratégie éliminativiste répond à une double ambition, redéfinir le problème du crime en termes neurobiologiques et invalider la pertinence des explications sociologiques de la criminalité. L'une des stratégies consiste à minimiser l'influence causale des facteurs socio-environnementaux en les reléguant systématiquement à un niveau de description neurobiologique. Donc, globalement, il s'agit de réduire les facteurs de risque de la criminalité, par exemple les antécédents de toxicomanie, d'abus pendant l'enfance,
Il s'agit de réduire ces facteurs de risque à leurs effets neurobiologiques, c'est-à-dire à les associer à la survenue de lésions cérébrales. Si le premier événement joue un rôle causal dans le développement du comportement criminel, c'est parce qu'il laisserait une empreinte dans le cerveau de l'individu. Et ce renversement de causalité permet aux chercheurs de justifier l'idée que le comportement criminel est lié, en dernière instance, à des facteurs neurobiologiques. Donc plutôt que d'interroger la dynamique de l'interaction entre les facteurs neurologiques et socio-environnementaux, les neurocriminologues cherchent à construire un modèle explicatif qui est entièrement articulé autour du niveau neurobiologique. Donc il faut bien comprendre que cette logique éliminativiste n'appelle pas seulement à redéfinir le problème de la criminalité dans le langage des neurosciences, mais à substituer ces déterminants sociologiques par des explications neurobiologiques. Donc, les chercheurs ne se contentent pas de défendre un modèle neurobiologique de la criminalité, ils cherchent à faire du cerveau l'objet d'études privilégiées pour étudier les déterminants sociaux de la criminalité. Une autre stratégie consiste à démontrer l'impuissance des approches sociales ou sociologiques dans l'explication du comportement criminel. Une étude en particulier propose d'interpréter les données neurobiologiques comme le témoin d'une discordance possible entre la qualité de l'environnement familial et la dangerosité de l'individu. Elle a montré que les criminels ayant bénéficié d'un environnement socio-familial stable présentaient des déficits d'activité au niveau du cortex préfrontal, des déficits d'activité qui étaient nettement plus importants que chez les criminels ayant souffert de carences psychosociales. Donc, qui avaient subi des abus pendant l'enfance, de la négligence parentale, etc. Et après avoir montré que ces différences fonctionnelles ne pouvaient être attribuées à des antécédents de lésions cérébrales ou de maladies mentales, les chercheurs ont estimé que ces anomalies pouvaient constituer une prédisposition à la violence, donc l'explication neurobiologique de crimes ne pouvant être imputée à un environnement criminogène. Donc, ce modèle interprétatif définit ce que j'appelle le modèle neurobiologique de la criminalité, c'est-à-dire l'idée que le comportement criminel peut être entièrement expliqué par la présence d'anomalies cérébrales. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs voient dans ces résultats un argument pour déconstruire l'idée selon laquelle, je cite, « les criminels violents ayant bénéficié d'un environnement familial normal sont biologiquement normaux ». Donc il existerait selon eux deux types de criminalité, une criminalité d'origine exogène, qui trouverait son explication dans l'environnement socio-familial de l'individu, et une criminalité d'origine endogène, donc intrinsèque, qui résulterait des déficits fonctionnels au niveau du cortex préfrontal. Bon, et on comprend bien que ce modèle interprétatif vise à défendre l'apport de la neuroimagerie pour révéler les stigmates d'une dangerosité imperceptible sur le plan socio-familial, c'est-à-dire une dangerosité aveugle aux critères statistiques classiques basés sur l'histoire personnelle ou les antécédents familiaux de l'individu. Autrement dit, il s'agit de faire apparaître un indice neurobiologique d'une dangerosité insaisissable par les outils de prédiction traditionnellement utilisés dans l'évaluation du risque de récidive. Alors, j'ai pas le temps de passer, je vais passer sur cette diapo, j'ai pas le temps d'expliciter. Mais globalement, si on analyse les différentes manières dont la neurocriminologie conçoit les interactions entre les facteurs neurologiques et socio-environnementaux, on voit apparaître 4 heuristiques qui répondent toutes à la volonté d'invalider la pertinence d'une approche sociale ou sociologique du crime. Donc, il s'agit à la fois de démontrer l'impuissance des approches sociologiques pour expliquer le comportement criminel et de garantir la supériorité des outils neuroscientifiques pour repérer les individus dangereux et renforcer la lutte contre la récidive. Donc, la question épistémologique que l'on peut se poser est: est-ce que les recherches en neurocriminologie fournissent une explication neurobiologique du comportement criminel? Quelle est la portée explicative des données issues de la neuroimagerie? Et est-ce que le modèle neurobiologique de la criminalité est scientifiquement fondé, c'est-à-dire justifié sur le plan empirique? Si l'ambition de la neurocriminologie, c'est de fonder l'évaluation de la dangerosité sur des critères neurobiologiques, les données issues de la neuroimagerie devraient permettre de caractériser le statut de la relation entre les anomalies cérébrales
qui sont détectés par les techniques de neuroimagerie et la manifestation d'un comportement criminel. Le modèle explicatif de la neurocriminologie consiste à associer les insuffisances observées sur le plan neurobiologique à une inaptitude ou un défaut qui pourrait faciliter l'expression d'un comportement criminel. Donc, il s'agit d'associer l'altération d'une fonction cognitive ou morale, par exemple l'incapacité à inhiber une action motrice ou l'incapacité à résoudre un dilemme moral, à une anomalie cérébrale caractérisée et localisée. Donc, par exemple, un dysfonctionnement dans les réseaux neuronaux impliqués dans le contrôle de soi ou la formation d'un jugement moral. Le problème, et je le résume très brièvement, c'est que les données neurobiologiques n'apportent aucune information sur le statut épistémologique de la relation entre les anomalies cérébrales et la manifestation du comportement criminel. Elles ne permettent pas d'identifier les mécanismes susceptibles d'expliquer les incapacités fonctionnelles des individus. Elles permettent seulement d'objectiver l'existence d'une irrégularité ou d'un déficit d'activité associé à un certain type d'incapacité dans un contexte expérimental donné. C'est sur ce point qu'apparaît de manière plus claire la question de la scientificité de ce programme de recherche. La recherche de l'explication, c'est-à-dire la logique qui préside en théorie à la recherche en neurosciences cognitives, la recherche de l'explication est supplantée par une logique interventionniste qui vise à redéfinir le problème de la criminalité comme un problème médical, donc un problème intrinsèquement biologique, susceptible d'être traité grâce à des techniques de neurostimulation que l'on utilise en recherche clinique, en psychiatrie biologique. Alors, au-delà des enjeux propres à la philosophie de la psychiatrie, sur la pertinence d'une stratégie de médicalisation du crime et plus généralement sur la psychiatrisation du droit pénal, le problème épistémologique que j'aimerais soulever ici, c'est la question de la relation entre la nature des finalités poursuivies par les chercheurs, les stratégies de recherche qui sous-tendent la construction de leurs modèles expérimentaux et la manière dont les données empiriques sont interprétées. Cette question a des implications directes sur le pouvoir explicatif de la neurocriminologie, puisque la nature des finalités recherchées introduit un biais systématique dans la logique argumentative et les inférences interprétatives qui sont mobilisées par les chercheurs. En parcourant la littérature publiée depuis l'émergence de la neurocriminologie dans les années 40, on constate que la caractérisation du cerveau des criminels renvoie essentiellement à 3 états. Quelles que soient les catégories criminelles examinées, la description des données est toujours corrélative d'une défaillance, d'une déficience ou d'une difformité. Les études font très souvent mention d'atrophie, d'asymétrie ou d'aberration morphologique. L'analyse de la littérature révèle aussi que toutes les hypothèses avancées pour expliquer l'origine de ces anomalies évoquent une condition pathologique. Le cerveau des criminels est systématiquement associé à un état de défectuosité, de déséquilibre fonctionnel ou de défaut de développement. C'est une sorte d'infériorité biologique qui se décline sur le registre de l'infirmité ou de la difformité et qu'il s'agirait donc de corriger. Ces résultats ont justement été interprétés comme un argument empirique pour justifier la pertinence d'une approche médicale du crime. Ils ont encouragé l'idée selon laquelle il serait possible de recourir aux techniques de neurostimulation pour corriger le cerveau des criminels et neutraliser le risque de récidive. Alors, il existe une petite dizaine d'études consacrées à ce que j'appelle la neurocorrection du comportement criminel. Elle repose sur l'usage des techniques de neurostimulation comme la stimulation cérébrale profonde. Donc, c'est une technique neurochirurgicale qui s'est développée au milieu des années 80 et qui consiste à moduler l'activité de populations neuronales par le biais d'électrodes connectées à un boîtier de contrôle dont la fréquence est ajustable et réversible. Les neurocriminologues et d'ailleurs certains juristes ou philosophes américains voient dans cette technique une éventuelle alternative à l'incarcération, car elle permettrait de rehausser le niveau d'activité de certains réseaux neuronaux impliqués dans le contrôle de soi ou la capacité à former un jugement moral. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des paradigmes expérimentaux utilisés dans ces études. Je précise seulement que la plupart sont des études longitudinales, c'est-à-dire menées sur plusieurs mois ou plusieurs années, effectuées sur des détenus volontaires
donc présentant des hauts niveaux d'agressivité ou de violence, et dans certains cas sur des sujets issus de la population générale. Et les résultats montrent que la neurostimulation produit une amélioration rapide et significative des comportements individuels avec une disparition complète des manifestations d'agressivité ou de violence. Une étude publiée en 2015 a par exemple montré que la stimulation du cortex préfrontal dorsolatéral droit, donc qui est impliqué notamment dans le contrôle de soi, diminuait nettement l'agressivité proactive des hommes par rapport au niveau d'agressivité mesuré avant stimulation. Alors, au-delà des enjeux liés aux conditions d'opérationnalisation des comportements, c'est-à-dire la manière dont on évalue les effets de la neurostimulation sur le plan comportemental, il y a au moins une dizaine de questions, à la fois épistémologiques et éthiques, qu'on peut se poser à la lecture de ces travaux. Sous quelles conditions il pourrait être moralement acceptable d'utiliser cette stratégie dans le cadre d'une procédure préventive, comme une alternative à l'incarcération ou aux méthodes traditionnelles de réhabilitation? Certains juristes ou philosophes se demandent par exemple s'il existe une différence fondamentale entre les interventions directes, donc qui proposent de corriger le comportement criminel en intervenant directement sur le cerveau des individus, et les interventions dites indirectes, donc les méthodes traditionnelles de réhabilitation qui entendent modifier les états mentaux de l'individu selon une approche holistique. Comment se pose la question du consentement et de l'intégrité physique et mentale de l'individu, évidemment? Quelles sont les implications de ces stratégies sur les notions d'agentivité, de libre arbitre ou d'identité personnelle? Sur un plan plus épistémologique, qu'est-ce qui justifie l'ambition de cibler telle ou telle région cérébrale plutôt qu'une autre? C'est-à-dire, quelle est la spécificité fonctionnelle des régions ciblées par l'intervention, sachant que les régions cérébrales sont impliquées dans diverses fonctions mentales? On peut facilement comprendre qu'une intervention sur ces régions a des effets sur d'autres comportements que le comportement cible. Il y a une question épistémologique plus générale que l'on peut se poser, c'est quels sont les arguments théoriques ou empiriques qui justifient l'ambition de traiter le problème de la criminalité en intervenant directement sur le cerveau des criminels. On a déjà isolé un premier argument qui est d'ordre empirique. Le cerveau des criminels serait un cerveau à corriger. C'est un cerveau déficient ou défectueux, mais surtout rectifiable. Le deuxième argument repose sur un présupposé neuroessentialiste. Alors, le neuroessentialisme, c'est un concept qui a été développé par les philosophes Adina Roskies et Eric Racine, qui définit l'idée selon laquelle « je suis mon cerveau ». C'est l'idée que notre cerveau suffit à rendre compte de l'ensemble de nos manifestations comportementales, de notre identité personnelle et de notre subjectivité. Le neuroessentialisme constitue le point de départ des recherches en neurocriminologie. Si je suis mon cerveau, c'est-à-dire si l'individu se réduit à son cerveau, alors il paraît légitime de privilégier le cerveau seul dans l'étude des causes du crime, dans la prédiction ou la correction du comportement criminel. Donc ça signifie qu'il suffirait de modifier le cerveau de l'individu pour modifier son comportement. La question de la pertinence ou du bien fondé de la stratégie neuro-interventionniste peut donc se situer sur ces deux niveaux d'analyse. Si l'on veut évaluer la légitimité scientifique de ce programme de recherche, il devient nécessaire de questionner le fondement de ces deux arguments. En analysant la rationalité interne du projet neurocriminologique, on comprend que les stratégies de recherche et l'interprétation des données sont entièrement dictées par la nature des finalités poursuivies par les chercheurs. Alors que les neurocriminologues revendiquent une démarche scientifique inspirée de la méthodologie classique des neurosciences cognitives, l'analyse des publications montre qu'ils ont construit leur projet autour d'une série de pétitions de principes ou de biais de confirmation. Ce cerveau à corriger est moins le résultat d'une démonstration empirique qu'une construction normative qui vise à promouvoir les finalités recherchées par les neurocriminologues. Et on comprend mieux la logique qui préside à la stratégie éliminativiste vis-à-vis des facteurs socio-environnementaux. Le modèle explicatif de la neurocriminologie est conçu de telle sorte à invalider la pertinence des explications sociologiques de la criminalité pour apporter la preuve empirique
que le criminel est d'essence cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau seul suffit à expliquer le phénomène de la criminalité. Et effectivement, si le criminel est d'essence cérébrale, alors il paraît légitime de déléguer entièrement la gestion de la criminalité aux neurosciences cognitives. De manière générale, le projet de la neurocriminologie me paraît exemplaire des critiques que l'on peut formuler à l'encontre des diverses neurodisciplines, comme le neuromarketing, le neurodroit ou la neuroéducation, la neuroéthique, la neurophilosophie. La neurocriminologie est l'exemple paradigmatique d'un programme de recherche qui revendique une démarche scientifique, mais qui n'apporte aucune explication des phénomènes étudiés parce qu'il répond essentiellement à un agenda politique, idéologique. C'est ce que l'équipe d'Éric Racine a appelé la neuropolitique, c'est-à-dire une nouvelle forme d'idéologie scientifique qui consiste à mobiliser les outils neuroscientifiques pour fonder son autorité scientifique et déployer sa stratégie au-delà de ses moyens techniques ou méthodologiques. Ce programme de recherche finit par légitimer socialement une extension du champ d'intervention des neurosciences. On est passé d'un usage des outils neuroscientifiques comme un instrument de connaissance des phénomènes mentaux ou des comportements vers un instrument de correction, de modification des individus. Et ce basculement est très problématique parce qu'il fragilise le discours des neurosciences elles-mêmes en brouillant les frontières entre la fonction descriptive, explicative et normative des données issues de la neuroimagerie. Alors, on est encore loin de généraliser l'usage des techniques, des outils neuroscientifiques, des techniques de neurostimulation comme un outil de réhabilitation des criminels. En revanche, on peut craindre un hiatus entre, d'un côté, les attentes sociales grandissantes vis-à-vis des neurosciences et, de l'autre, les faiblesses épistémologiques des domaines d'application des neurosciences. La surestimation du pouvoir explicatif réel des techniques de neuroimagerie, le postulat d'objectivité des neuroimages et la tentation d'apporter une caution scientifique à un projet de politique pénale pourraient outrepasser ces limites épistémologiques précisément parce que ce programme de recherche semble apporter une solution concrète à des problèmes extrêmement complexes. Alors en conclusion, j'aimerais surtout défendre l'intérêt de procéder à une analyse attentive des arguments qui sous-tendent les stratégies défendues par les chercheurs, c'est-à-dire une analyse épistémologique qui prend pour objet les investigations empiriques et qui dépasse le rejet de principe contre l'exportation des neurosciences hors de ces domaines d'application. Il me semble que la réflexion critique sur les neurodisciplines a plus de chances d'être entendue si elle cesse d'opposer aux investigations empiriques un antinaturalisme de principe. Si on prend le temps d'analyser le cadre théorique et méthodologique de ces recherches, on voit apparaître un certain nombre de limites épistémologiques qui limitent l'ambition d'utiliser les neurosciences à des fins prescriptives, par exemple pour répondre à des grands enjeux sociétaux, des problématiques qui relèvent des sciences humaines et sociales, et donc en l'occurrence ici pour répondre aux problèmes de la criminalité et de sa prise en charge. Je vous remercie. J'espère que vous m'avez bien entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Pour ma part, je vous ai très bien entendu. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Nous avons maintenant le temps pour 5 minutes de questions. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Je vois déjà qu'il y a une question de Laura, une question de Rosanna. Je n'ai pas vu qui a levé la main en premier. Peut-être on peut écouter Clémence, Rosanna. moi je vois Clémence. Clémence, oui. Ah oui, Clémence qui lève la main, effectivement. Pardon, je réalise que j'ai peut-être dépassé sur le temps. Oui, un petit peu, oui. Excusez-moi. J'aimerais bien donner la parole à Rosanna Van Berg qu'on n'avait pas entendue hier. Rosanna Van Berg, Oui. vous pouvez... Vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. super. Donc, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et j'ai une question, en fait, plus que curiosité, un peu
une petite question. Dans ce qui concerne la stratégie éliminativiste adoptée par la neurocriminologie vis-à-vis des facteurs sociodéveloppementaux. Et vous avez évoqué surtout comme facteur, il me semblait, comme facteur à éliminer, vous avez évoqué des facteurs liés à l'histoire, plus de l'enfance, des abus subis dans l'environnement familial, etc. C'est surtout ça que vous avez évoqué. Et du coup, on comprend bien, on retrouve cette stratégie un peu aussi dans la psychologie, la psychopathologie cognitive. Dans les thérapies cognitives comportementales, on fait cette distinction en fait, entre les facteurs, les causes distales qui relèvent du passé et les causes proximales qui relèvent des facteurs de maintien, en fait, ce qui permet dans ces cadres-là d'écarter toute l'interrogation sur le passé du patient. Et du coup, j'avais juste une question vraiment de curiosité. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait, comment il s'est débrouillé dans cette littérature, si vous savez des choses là-dessus, avec la question de l'environnement criminologique proximal, en fait, le fait que la criminalité, c'est aussi lié au fait d'être dans des réseaux sociaux spécifiques, etc. Et on pourrait se demander comment, de leur point de vue, il répondra à une question comme si on essaie d'intervenir sur les 10 déficits à la source de la criminalité, si cet environnement criminologique est maintenu, comment il résonne autour de ça, si vous savez des choses là-dessus ou pas. Voilà. Oui, alors justement, cette problématique, elle s'intègre dans... On vous entend pas bien, Marie. Là, vous m'entendez? Un peu mieux. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok. Non, mais globalement, cette problématique, elle s'intègre dans le cadre de la stratégie éliminativiste, c'est-à-dire si les facteurs distaux, contextuels, historiques de la criminalité sont effacés toujours au profit de l'influence de facteurs neurologiques. En fait, il ne résout pas du tout le problème de la relation entre les facteurs distaux, les causes distales et proximales. De leur point de vue, en fait, la dangerosité est figée dans un état neurophysiologique ou neurobiologique, dans une cause proximale exclusivement neurobiologique, parce que ces facteurs contextuels sont transformés, mais vraiment, c'est une stratégie rhétorique de transformer ces causes en une série de facteurs neurobiologiques, parce que ça laisserait des lésions cérébrales j'ai lu beaucoup ça dans la littérature, des criminels dans la littérature en neurocriminologie, des criminels qui avaient subi des abus pendant l'enfance présentaient des lésions cérébrales au niveau des régions impliquées dans le contrôle de soi ou la conscience morale, et que selon eux, la cause de la criminalité réside dans ces facteurs neurobiologiques. C'est-à-dire qu'ils excluent complètement les facteurs historiques, contextuels, au profit toujours de l'explication neurobiologique. Je me suis peut-être répétée. Oui, de toute manière, il faut se dépêcher parce qu'on a qu'une minute pour les questions et le programme est très serré. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions de Laura, de Clémence, de Alexander Frank, de Arthur Massot. Je sais pas si... Je pourrais partager le PowerPoint. Oui, je vois ça, Camille. Si vous avez une question que vous pouvez poser en 30 secondes. Ouais, Laura, allez-y. Ok, juste très rapidement. En fait, je viens de découvrir ce domaine-là. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, moi,
il y a vraiment deux remarques et du coup qui mènent à une question qui est vraiment très très simple. C'est que, en fait, j'ai l'impression que la question que vous posez existe déjà, il a déjà été traité. Et en fait, le réductionnisme aux neurosciences, c'est les mêmes problématiques qui se posent que le réductionnisme en biologie, en fait, et qu'on voit par exemple pour l'assignation au caractère biologique quand on parle par exemple de questions de genre. C'est exactement les mêmes problématiques qui sont révélées, c'est-à-dire que est-ce qu'un caractère biologique peut conduire à certains comportements qui peuvent être caractérisés uniquement via les conditions biologiques. Et ça, il y a des réponses qui existent déjà et qui sont tout à fait pertinentes. Et la deuxième remarque, c'est que vous parlez de programmes forts et programmes faibles. J'imagine que vous prenez cela de chez Bloor et donc du début des Science Studies. Et ça me paraît un peu bizarre parce que du coup, il y a eu des discussions quand même sur les Science Studies et notamment des réponses aux programmes forts et programmes faibles. Et donc, du coup, ce qui vous fait poser une question qui est est-ce que la neurocriminologie répond à des fins politiques, pour un programme politique? Et en fait, la majorité des Science Studies vous dirait évidemment, en fait, la science ne se fait pas en dehors de la société. Et donc, en fait, c'est une question qui est d'emblée partisane parce qu'elle imaginerait une rationalité qui est la rationalité de la science face à un programme politique, alors qu'en fait, la science se fait dans une société qui elle-même est politisée. Donc, ma question, juste simplement, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans votre approche sur la neurocriminologie par rapport à tout ce qui a déjà été fait, et notamment pourquoi utiliser les Science Studies à leur tout début et pas à la fin, quoi. Ok, vaste question. Alors, bon, déjà, oui, c'est vrai que cette réflexion, elle s'intègre dans une réflexion beaucoup plus générale sur le problème de la naturalisation du mental, des problématiques qui sont aussi internes au champ de la philosophie des neurosciences, sur la question du réductionnisme, etc. Moi, peut-être la spécificité de mon approche, elle est que j'ai concentré mon attention sur un corpus, j'ai procédé à une analyse d'un corpus scientifique en me détachant des réflexions théoriques, c'est-à-dire qui ne reposent pas sur des données empiriques, sur le problème du réductionnisme. Effectivement, j'aurais pu consacrer tout un, même peut-être 3 chapitres de ma thèse à la question du réductionnisme, même la question très générale de savoir si un comportement peut être expliqué par des mécanismes neurobiologiques, quels qu'ils soient. Mais la spécificité de mon approche, elle tient au fait que c'est une analyse. En fait, je pense que ça rejoint un peu l'épistémologie intrinsèque, c'est-à-dire l'idée de procéder à une analyse d'un corpus, c'est-à-dire la manière dont les chercheurs prouvent, expliquent, comment ils formulent leurs hypothèses, comment ils interprètent leurs résultats. Et donc, c'est là que c'est problématique sur le plan de la logique politique, d'intervention donc idéologique. C'est problématique parce que ça dicte entièrement la construction des études. On admet une série de postulats, donc ça, j'en ai pas du tout parlé, mais il y a toute une série de postulats qui sont hérités de l'anthropologie criminelle du 19e siècle, qui dicte, qui préside à la manière dont ils fondent la recherche, qui dicte l'ensemble des hypothèses formulées, toutes les stratégies de recherche qui sont mobilisées, même les concepts mobilisés dans la littérature. Donc c'est là que c'est très problématique que ce projet, on peut l'appeler politique, mais de projet d'intervention qui sort complètement du champ des sciences, de ce que l'on attend, en tout cas des neurosciences cognitives, d'expliquer les phénomènes. Ça dicte l'ensemble de la manière dont on réalise les expériences. En fait, oui, vous faites une étude de cas, quoi, Ouais. spécifique, oui, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Je suis obligé de mettre un terme à la séance de questions parce qu'on prend du retard sur le programme et il est très serré. Si éventuellement vous voulez continuer à poser des questions, n'hésitez pas à contacter, j'imagine, Marie directement si elle est d'accord. Et voilà, j'en profite donc pour passer la parole à Arthur Massot, qui va nous présenter
une présentation sur Freud et l'historiographie révisionniste, et qui va nous parler de l'appropriation stratégique du discours épistémologique. Donc la parole est à vous, Arthur. Nous vous écoutons. Vous avez une demi-heure pour présenter vos idées et ce sera suivi par 10 minutes de questions. Nous vous écoutons. Merci. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, nickel. OK. Alors, je partage mon écran. Alors, j'avais une question pour Marie, mais j'ai mis ma petite remarque dans le chat. Voilà. Peut-être que je vous recontacterai. C'était très intéressant en tout cas. Merci. Alors. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, nickel, merci. Ok, eh bien, écoutez, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Arthur Massot, doctorant en théologie et histoire des sciences aux archives Henri Poincaré, donc à Strasbourg en l'occurrence. Et donc, je remercie en toute chose le comité d'organisation pour le travail que vous avez réalisé. Alors, je commence par dire 2 mots de ma thèse, histoire d'expliciter un petit peu le contexte dans lequel ma problématique un peu plus spécifique que je vais présenter aujourd'hui donc s'inscrit. Alors, moi, je m'intéresse à l'épistémologie de la psychanalyse et plus spécifiquement aux représentations de la science qu'on peut trouver chez les 2 psychanalystes que sont Freud et Lacan. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord parler un petit peu du contexte polémique qui peut entourer la psychanalyse. Ce contexte a notamment été désigné dans la littérature par l'expression de Freud Wars. Et il oppose, grosso modo, schématiquement, des pro-freudiens, soit des psychanalystes ou des sympathisants, etc., à des anti-freudiens. On en trouve un peu issus de tous les milieux, des philosophes, des historiens, des psychologues, des psychiatres, etc. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord faire, ce ne sera pas ma plus grosse partie, je vais d'abord faire une brève histoire de l'histoire de la psychanalyse, on pourrait dire. Pourquoi? Parce que ça nous permettra d'un peu mieux comprendre certaines des critiques qui ont été adressées à la psychanalyse, critiques sur lesquelles je sur certaines dans une deuxième partie. Alors, les critiques de la psychanalyse ne sont pas d'ordre historique, et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra, mais je prends comme point de départ les critiques d'ordre historique de l'analyse, parce que je pense qu'elles permettent particulièrement bien illustrer le contexte des Freud Wars, et aussi qu'elles me permettront d'introduire la problématique aujourd'hui. Alors, à savoir, on touche chez ce qu'on appellera les anti-freudiens, des arguments d'ordre épistémologique, philosophie de la psychanalyse. Je vais me demander quel rôle jouent ces arguments épistémologiques au sein des discours anti-freudiens. Ce que j'essaierai de montrer, dans un premier temps, à l'aide donc de 4 exemples. En fait, ces exemples sont issus de textes de 4 auteurs différents. Ce sont des sortes de vignettes, et que j'ai choisi parce qu'ils me semblent particulièrement bien représentatifs du type de discours qu'on trouve chez les anti-freudiens. Je vais donc essayer de montrer à l'aide de ces exemples l'insuffisance de l'argumentation qui est mobilisée, en l'occurrence, par ces auteurs. Alors, je précise dès maintenant, toutefois, que mon but, ce n'est pas de proposer une critique ou une réflexion de fond sur la philosophie de la psychanalyse, que ce soit d'ailleurs une philosophie critique ou non. Je veux m'intéresser plus spécifiquement à l'usage que font de l'épistémologie certains anti-freudiens, en l'occurrence, et qui ne sont pas, disons, épistémologues de formation. Et ce pour finalement interroger le rôle qu'occupe donc, comme je l'ai dit, l'épistémologie au sein de leur critique. Et donc j'espère illustrer par là le fait que l'épistémologie à des fins stratégiques. Alors,
ma connexion Internet est instable. Vous faites-moi signe si jamais il y a des soucis. J'ai des petits soucis de connexion apparemment. Je rentre dans le gros de ma présentation. Il faut savoir que l'histoire de la psychanalyse, elle a d'abord été écrite par des psychanalystes et en premier par l'approche historiographique de Freud, il faut être avant tout militante, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour lui d'une légitimité cette nouvelle science qui était la psychanalyse, et aussi de faire en sorte que la postérité associe cette science à son nom. Et dans les textes qui portent sur l'histoire de la psychanalyse, donc, on voit un Freud qui se met en scène un peu comme un scientifique isolé du reste de la communauté scientifique et bataillant pour essayer d'imposer ses idées révolutionnaires. Vous pouvez regarder la citation que j'ai affichée ici. Et donc l'histoire de la psychanalyse, elle restera assez longtemps marquée par cette approche historiographique de Freud, dans la mesure où c'est encore des psychanalystes, des sympathisants, qui ont poursuivi après Freud ce travail d'historisation de la psychanalyse. L'exemple le plus notable, qui est très souvent cité, c'est la biographie de Freud en 3 volumes qui a été écrite par Ernst Jones et publiée dans les années 1950. Ernst Jones était un psychanalyste qui était très impliqué en fait dans l'implantation de la psychanalyse à l'international, en particulier en Angleterre et aux États-Unis. Alors, cependant, cette approche de l'histoire de la psychanalyse a fait l'objet d'une critique grandissante, en particulier à partir des années 70. Notamment une approche qui se veut critique, et qui sera baptisée l'approche. Il désigne un ouvrage en particulier comme princeps pour leur approche, ouvrage, c'est l'histoire de la découverte de l'inconscient, qui a été écrit par Hélène Berger en 1970. Hélène Berger, c'est un psychiatre qui s'est reconverti historien de la psychologie, de la psychiatrie. Et dans ce livre, chapitre à Freud, intégrant en quelque sorte de l'histoire officielle de la psychanalyse. Comme vous pouvez le voir sur la citation, Hélène Berger a en particulier 2 thèmes récurrents de l'historiographie officielle. Le premier, c'est celui du héros solitaire, Freud isolé du reste de la communauté scientifique. Et le deuxième, c'est celui d'un génie créateur, c'est-à-dire Freud qui aurait un peu tout inventé de nulle part les théories psychanalytiques, ce qui tend à sous-évaluer tout ce que finalement la psychanalyse a pu emprunter aux théories de son époque. Et donc ces 2 thèmes vont constituer une sorte de programme de recherche, on pourrait dire, pour les historiens révisionnistes ou les anti-freudiens de manière générale, qui se donnent alors pour mission de déconstruire finalement les mythes qui entourent l'histoire de la naissance de la psychanalyse. Alors, le courant de l'historiographie révisionniste, il se développe à partir des années 70-80 dans un contexte plus global de remise en question de la psychanalyse. On a des psychologues comme Eysenck qui mettent en doute son efficacité thérapeutique, des philosophes des sciences comme Adolf Grünbaum qui ont dit que les théories freudiennes en fait, ne sont pas fondées empiriquement. Et des philosophes, des psychologues, etc., comme Pete Wells ou Jeffrey Masson, qui mettent à jour en fait, des affaires compromettant l'image de Freud. Et alors, l'ensemble de ces critiques convergent pour donner naissance donc, dans les pays anglo-saxons dans les années 90, on a appelé les Freudwars. C'est en particulier un article qui est publié par Frédéric Crous en 1913, qui met un peu le feu aux poudres, disons. Ce qui est intéressant dans cet article, comme on peut le voir dans la section là, qui est un résumé des lignes argumentatives de cet article, c'est que les différentes critiques, celles sur l'efficacité de la psychanalyse, sur sa scientificité, sur la personne de Freud, convergent
ce moment-là. Voilà, et à noter que la France va connaître sa propre guerre dans les années 2000. Donc, voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur ce climat polémique et aussi sur la convergence des arguments philosophiques, scientifiques, historiques, donc anti-freudiens, parce que ces deux éléments vont me permettre, je pense, de mieux comprendre le problème que je vais maintenant expliciter. À savoir, la figure de Freud, je l'ai laissé à entendre, hein, elle occupait une place centrale dans l'historiographie officielle, hagiographique, et aussi plus généralement pour la communauté psychanalytique. C'est à cause de ce fait que les anti-freudiens vont eux aussi présenter une tendance assez nette, en fait, à se focaliser sur la personne de Freud, notamment en mobilisant des arguments biographiques pour l'attaquer. C'est des arguments biographiques qui peuvent porter soit sur sa vie privée. Par exemple, Swales a accusé Freud d'avoir trompé sa femme avec sa belle-sœur. Ou encore l'attitude de Freud en tant que scientifique. Par exemple, souligner sa tendance à occulter les sources de la psychanalyse ou à bricoler un peu ses restitutions de cas cliniques. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que pour la majorité des anti-freudiens, du moins à cette époque, mais peut-être encore aujourd'hui, les arguments de ce type, qui sont à charge contre Freud, on peut dire ad hominem, fonctionnent aussi comme des arguments à charge contre la psychanalyse. Alors, le problème que pose ce type d'argumentation, je pense qu'il apparaît assez rapidement aux épistémologues. L'idée est assez classique selon laquelle on ne juge pas une théorie sur son contexte de découverte, sur son contexte. Alors, il y a des discussions hein, sur cette distinction entre les justifications. Je laisse un peu de côté ces discussions. Voilà, ou encore des discussions sur le fait d'étudier aussi le contexte de découverte. Mais l'ensemble de les actes, cette idée laquelle, ce qui le fait qu'il n'est pas toujours intègre la réalité des théories psychanalytiques. Ce que Grunbaum nous dit ici de façon très claire, la valeur scientifique des hypothèses de Freud ne dépend pas de son honnêteté intellectuelle ni de sa rectitude méthodologique. Alors, oui, je regarde le chat. Bon, j'espère que ça va se passer. Je n'avais aucun problème de connexion hier. Oui, il y a des fois on manque quelques bouts de phrases, mais on arrive globalement à suivre. D'accord. Je suis désolé. Alors, je continue. Oui, alors peut-être un peu conscient finalement des limites hein, de ces approches biographiques ad hominem. Que les anti rarement leur critiquent des arguments stricts biographiques. Souvent, ils les mélangent avec des arguments qu'on peut qualifier donc d'épistémologiques au sens large, hein, dans la mesure où ils sont empruntés à la philosophie ou à la sociologie des sciences. Alors, je vais étudier quelques-uns de ces arguments, comme je l'avais dit, chez 4 auteurs, relatifs de la rhétorique qu'on peut trouver chez ces. Un premier exemple, il est tiré d'un texte qui a été publié dans le livre noir de la psychanalyse, ouvrage critique. Hein, il est de Van Riller, qui est un psychologue anti-freudien. Donc, dans l'extrait que j'ai affiché ici, hein, on nous dit deux choses. Au niveau clinique, il réfère à la de Popper, d'ailleurs très rapidement hier, Popper, il souhaitait que la psychanalyse n'était pas falsifiable. Alors, Van Riller, ici, il ne mentionne pas les travaux d'Adolf Grünbaum,
un autre philosophe des sciences que j'ai déjà mentionné. Et Grünbaum a pris cette fille de Popper, hein. Il montre notamment des textes de Freud, il suffit d'aller les voir, où Freud remet explicitement en question des théories psychanalytiques suite à des observations cliniques qui les contredisent, pas opposées dogmatiquement à la réfutation. Alors, cependant, ici, si on regarde à nouveau la citation de von Riller, il reconnaît que la théorie psychanalytique, précisément, elle peut être falsifiée. Il nous amène au deuxième point de son argumentation, à savoir que quasi tous les énoncés confirmés avaient été publiés avant Freud, tandis que les thèses spécifiquement freudiennes sont en général réfutées. Alors, je pense que cet argument soulève deux problèmes. Le premier, on pourrait dire que c'est un problème pour l'historien, c'est un problème de généalogie au sens de Michel Foucault, à savoir, comme n'importe quel scientifique, finalement, Freud a bâti ses théories sur les théories scientifiques de son temps qui étaient déjà existantes avant lui. Et en se référant à de nombreuses théories déjà existantes, en les faisant siennes, en brouillant parfois le sens, et en amalgamant aussi ce que Freud faisait des idées issues de disciplines disparates dans une nouvelle doctrine relativement cohérente, il impose finalement une sorte de torsion à ces idées d'emprunt, une torsion qui va en modifier le sens et la portée. On peut se dire dès lors comment spécifiquement freudien de ce qui n'est pas. Fleck s'est posé une telle question et il nous répond en fait que comme il s'agit d'une idée collective, il n'appartient à aucun individu. Pardon. Alors le deuxième problème de l'argument de von Riller, c'est la forme un peu, je dirais sa forme un peu douteuse. Il y a quelque chose un peu du pile je gagne, face tu perds, on pourrait dire. Alors, bien sûr, il y a des études scientifiques qui sont postérieures à Freud et qui remettent en question certaines de ses théories. Mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres travaux qui tendent à les corroborer. Je ne rentre pas dans les détails, mais par exemple, il y a des travaux relativement récents sur la neuroplasticité qui indiquent finalement que Freud avait raison de croire dans l'importance de la période de l'enfance, ou alors encore de croire que la parole pouvait modifier le cerveau. Alors, toutefois, ce type de travaux nécessite d'être prêt à faire un travail d'opérationnalisation des théories psychanalytiques pour les tester empiriquement, ce qui nécessite, je pense, déjà de montrer une certaine ouverture à la psychanalyse. Or, le cas de von Riller illustre le fait qu'il existe ce qu'on peut appeler, je pense, un biais d'infirmation, quelque chose qui serait le symétrique, le fameux biais de confirmation, chez les antifreudiens qui s'expriment par cette forme de préjugé qui va déterminer des raisonnements comme le sien. Là, en l'occurrence, tout ce qui a été produit par Freud doit être faux, donc tout ce que la psychanalyse peut contenir de vrai n'a pas été produit par Freud. Alors, deuxième exemple, que j'emprunte à un autre extrait du Livre Noir, cette fois signé d'un philosophe de Frank Scioffi. Alors, Scioffi ne se réfère pas pour sa part à une critique de type poppérienne. Et comme on peut le voir effectivement dans cette citation, en fait, il considère, à l'instar d'auteurs souvent post-positivistes comme Kuhn, Feyerabend, dans une certaine mesure Lakatos, que la vérification ou la réfutation d'une théorie n'est pas nécessaire et suffisante pour accepter ou rejeter cette théorie. Et donc, son critère à Scioffi pour affirmer que les théories freudiennes ne sont pas scientifiques, c'est le suivant. La principale raison qui permet de qualifier Freud de pseudo-scientifique, c'est qu'il a déclaré avoir testé des théories qui n'avaient pas été testées. Alors, dans les faits, Freud ne croyait pas vraiment dans la pertinence d'une mise à l'épreuve des hypothèses psychanalytiques dans un contexte artificiel comme celui du laboratoire, ni d'ailleurs la pertinence d'une méthode statistique. Pour lui, c'est d'abord dans la clinique qu'on confronte la véracité des hypothèses psychanalytiques. Alors évidemment, c'est une position épistémologique qui se discute, mais est-ce qu'on peut affirmer que cette position freudienne fait de facto de la psychanalyse une pseudo-science?
Alors, deux choses à ce propos. D'une part, si on admet par exemple que Freud était malhonnête, par exemple qu'il a falsifié certains, voire tous ses résultats, ça ne prouve pas que ces résultats soient faux. Pour en avoir le cœur net, eh bien, il faut mettre à l'épreuve ces résultats de façon indépendante. Donc, on ne peut pas simplement évoquer la malhonnêteté intellectuelle de Freud pour en déduire la fausseté des théories psychanalytiques. Et d'autre part, Sushi agit comme si la psychanalyse s'arrêtait précisément aux opinions, aux options épistémologiques adoptées par Freud. Or, justement, certains psychanalystes qui ne partagent pas les réticences de Freud pour études de laboratoire ont cherché à vérifier empiriquement, de façon extra-clinique, les hypothèses psychanalytiques. C'est le cas aujourd'hui, il y a des études comme ça. C'était d'ailleurs déjà aussi le cas dans les années 1900. Jung et Bleuler, par exemple, cherchaient à vérifier l'hypothèse du refoulement à l'aide d'un test d'association de mots. Troisième exemple, celui de Frank Sulloway, un psychologue qui est devenu historien de la psychanalyse et qui s'est fait connaître pour son livre « Freud, biologie de l'esprit ». Je ne m'intéresse pas ici à ce livre, mais à un article de 1991 dans lequel Sulloway mobilise une théorie socio-constructiviste pour étudier le rôle joué par les vignettes cliniques publiées par Freud dans la construction institutionnelle de la psychanalyse. Et plus précisément, il mobilise le livre de Chaplin et Schaffer, Léviathan et la pompe à air. Dans ce livre, les auteurs montrent que Boyle a utilisé 3 technologies, une matérielle, une littéraire et une sociale, pour tenter de faire reconnaître, d'imposer son approche dans le monde scientifique. Alors, Sulloway reprend ce modèle pour montrer que Freud a lui aussi mobilisé 3 technologies de façon à développer et à imposer les théories psychanalytiques. Alors, toutefois, Sulloway insiste sur le fait que Freud a surtout fait usage de la technologie sociale et très peu de la technologie matérielle. Autrement dit, il aurait fait un travail politique conséquent et un travail empirique très faible. Ce qui amène Sulloway donc à qualifier l'approche de Freud d'échec, c'est la citation que j'ai affichée ici, ce au regard des normes de la science moderne. Alors, certains auteurs ont noté que la rhétorique de Sulloway était assez singulière. Pourquoi ? Parce qu'elle mobilise le constructivisme social à des fins. Je rappelle effectivement en sociologie des sciences, essentiellement à l'approche pour sa vision irénique et normative des sciences. En histoire des sciences, contre une historiographie qu'on peut qualifier de Whig, c'est-à-dire biaisée par une vision rétrospective, téléologique du progrès scientifique, ou encore en philosophie des sciences, entre l'épistémologie inductiviste ou l'épistémologie déductiviste, toutes les deux un narratif qui était jugé tantôt prétentieux, tantôt circulaire. Alors à l'inverse, l'approche constructiviste, notamment avec son principe de symétrie, ne cherche pas à inscrire son analyse dans un cadre normatif. Alors, toutefois, Sulloway, ici, en fait, il mobilise l'approche socio-constructiviste de façon normative, précisément, pour dénoncer le rapport que Freud entretiendrait avec cette théorie, un peu comme si l'aspect construit de cette théorie pouvait constituer, d'un point de vue constructiviste, justement, une critique en soi. Alors, en fait, il faut admettre que le fond de la critique de Sulloway se fonde sur une épistémologie implicite qui n'est pas celle du constructivisme social, ne serait-ce que dans la mesure où elle est normative. Cette épistémologie implicite, elle préjuge, puisqu'elle le démontre, puisque précisément elle reste implicite, de la non-scientificité de la psychanalyse. Alors, je crois qu'on m'a dit que mon temps arrivait doucement à la fin, donc à la limite, je vais passer mon 4e exemple pour en venir directement à ma conclusion. Alors, avec ces études de cas, mon objectif, ce n'était pas de sous-entendre que l'ensemble de l'épistémologie de la psychanalyse était vouée à une analyse lacunaire ou erronée. Effectivement, j'aurais très bien pu parler d'autres travaux en épistémologie de la psychanalyse, qu'ils soient critiques ou non d'ailleurs, qui sont beaucoup plus complets, comme par exemple
les célèbres travaux donc, du philosophe des sciences Adolf Grünbaum, que j'ai mentionné, et qui a proposé une critique plus élaborée de la psychanalyse, en l'occurrence d'inspiration néopositiviste. Mais alors, ce n'était pas mon objectif précisément, parce que mon objectif, c'était plutôt de m'intéresser aux usages de l'épistémologie appliqués à la psychanalyse et qui apparaissent, après inspection, insuffisamment fondés. Remarquez par ailleurs que j'ai pris l'exemple d'un tel usage de l'épistémologie par des antifreudiens, mais j'aurais aussi pu vous donner des exemples symétriques par des psychanalystes. Et les psychanalystes font référence logique, soit aux philosophes post-positivistes ou aux sociologues de la traduction. Et je pense que les références épistémologiques restent relativement superficielles. Effectivement, souvent, les psychanalystes se contentent d'évoquer les philosophes comme Kuhn ou Feyerabend, ou les sociologues comme Latour ou Bloch, pour disqualifier de facto les critiques de la psychanalyse proposées par Popper et Grünbaum, dans la mesure où les approches de ces derniers, le classificationnisme et l'empirisme logique, alors, l'usage superficiel de l'épistémologie par les psychanalystes comme par l'antifreudien nous dit, eh bien, je pense qu'elle nous dit que ces usages sont aussi les usages stratégiques de l'épistémologie. Je invite ici à lire les deux citations de Bourdieu que j'ai affichées. Bourdieu souligne que le discours épistémologique, en tant qu'il prétend être un discours sur ce qu'est la science, sur ce que font les scientifiques, eh bien, il est toujours susceptible de se voir approprié par des scientifiques qui cherchent à imposer leur propre vision de la science contre celle de leurs concurrents. C'est précisément dans la mesure où le champ scientifique, c'est un champ de lutte où les scientifiques s'affrontent pour imposer la vision de la science qui est la plus conforme à leur propre position dans le champ. Donc, en ce qui concerne l'opposition entre pro et anti-freudien, c'est effectivement ce qui est à l'œuvre. Les premiers ont intérêt à prouver que la psychanalyse est une science et les seconds à contester cette affirmation. L'épistémologie ne représente pas à leurs yeux ce qu'elle représente pour les épistémologues. Pour les épistémologues, l'épistémologie, certes, est un outil critique qui viserait idéalement à modéliser les sciences dans toute leur complexité, on pourrait dire. Dans le champ psychanalytique, l'épistémologie apparaît surtout comme un outil de lutte qui permet de rationaliser a posteriori un argumentaire a priori pro ou anti-freudien. Donc, je voulais, avec cette contribution, soulever et illustrer, j'espère, le problème de l'appropriation stratégique du discours épistémologique qui peut survenir dès que ce discours quitte son berceau, le champ des science studies, et que les scientifiques commencent à s'y intéresser. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Ça nous laisse maintenant du temps pour les questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester soit dans le chat, soit en levant la petite main bleue. Je sais que tout le monde ne l'a pas. Et voilà. Et peux-tu désactiver ton diaporama, Arthur, comme ça je peux voir tout. Voilà, merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions? Non, alors s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai. La première, elle concerne la citation de Bourdieu à la fin. Oui. Tu donnes. Arthur, c'est quelle était la position de Bourdieu à propos de Freud en particulier? Parce que ce qu'il dit sur le discours épistémologique en général, on en a bien conscience. Mais est-ce que cette citation que tu as citée était destinée à sauver Freud de ses critiques ou ça n'a rien à voir avec Freud? Non, ça ne concerne pas spécifiquement Freud. Quand Bourdieu a écrit cette citation, alors il y en a deux, c'est pas les mêmes. Lui, en l'occurrence, je pense s'intéresser surtout aux luttes dans le champ de la sociologie, et notamment à l'usage que les sociologues pouvaient faire parfois, de Popper, etc., ou la sociologie des sciences, mais ça ne visait pas Freud. D'accord. Je vois qu'il y a une question de Rosanna Van Berg. Alors,
Je suis désolée, ça a beaucoup coupé, donc je ne sais pas si ma question est peut-être un peu décalée ou pas, mais je me demandais, en fait, vous dites que vous voulez montrer du coup que cette appropriation par les scientifiques du discours épistémologique est fait surtout dans un vice stratégique. Et du coup, que ça a des effets un peu néfastes eu égard aux questionnements épistémologiques des fonds. Mais en fait, je ne sais pas, je suis d'accord qu'il y a une dimension stratégique, politique dans tous ces débats-là, notamment dans le contexte dans lequel les livres noirs de la psychanalyse est apparu en France, qu'il a effectivement une lutte entre différents courants, entre les psychanalystes et les comportementalistes notamment. Mais il y a aussi, il me semble, quand on s'intéresse à ces débats-là, qu'on ne peut pas non plus, qu'il faut aussi prendre en compte, je me demandais si vous faites ça par ailleurs dans vos travaux, qu'il y a aussi en fait des questions épistémologiques qui sont celles de ces scientifiques-là. Et notamment dans ces contextes-là, sur le débat autour des livres de la psychanalyse, ça apparaît dans ces contextes où il y a eu un grand rapport en France, en fait, sur l'évaluation des psychothérapies, qui a été financé par l'INSERM et qui a été commandé par le ministère de la Santé, où il a été montré, utilisant certaines méthodes, que le TCC était supérieur sur presque tous les points aux thérapeutes de thérapie psychanalytique. Et du coup, forcément, ça crée des débats qui sont politiques parce qu'il s'agit aussi dans ces contextes d'avoir une place institutionnelle, etc. Mais il y a aussi la question vraiment épistémologique sur comment, en fait, dans ces contextes-là, identifier un symptôme mental, comment juger son évolution, qu'est-ce que c'est d'avoir un symptôme mental, qu'est-ce que c'est d'en être débarrassé ou en être guéri, en fait. Donc, je voulais savoir si vous prenez aussi en compte un peu cette dimension, en fait, épistémologique aussi, qui sont à mon sens, présents dans ces débats que vous avez évoqués. Voilà. Alors, merci pour la question. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, il ne s'agit pas de dire d'une part que chez par exemple, les psychanalystes ou les anti-freudiens, etc., ne soulèvent aucune question épistémologique n'est digne d'intérêt. Même par exemple si elles sont critiques, même si elles sont intéressées, etc., il faut penser à ces questions pour ce qu'elles sont, pour conception épistémologique. Donc, pas simplement les écarter effectivement d'un revers de main. Je pense que mon but, c'était plutôt de dire qu'il faut toujours être attentif à savoir dans quelle mesure elles se tiennent et qu'est-ce qu'elles reflètent finalement sur leur auteur. Alors, le deuxième, j'espère que je répondrai à votre question ce faisant. Effectivement, là, je n'ai pas vraiment abordé cette question de l'évaluation des psychothérapies parce que c'est vaste, c'est très vaste, mais je parle à la fin, dans ma dernière partie, de biais d'information. Non, ce n'est pas dans ma dernière partie, c'est dans la partie sur Van Riller, de biais d'information. C'est quelque chose d'expression que j'ai tiré des recherches sur cette question de l'évaluation des psychothérapies, à savoir que c'est tout un mouvement qui s'est On ne t'entend plus, Arthur. Ah ouais, c'est carrément des... Ah, si. Tu es de retour, Arthur? On n'a pas entendu. Oui, le logiciel a purement et simplement craché. Désolé. Oui, je suis en évaluation des psychothérapies, je ne sais pas exactement. On entend toujours. Oui, Si,
Ouais. Là, ça va. Ouais. Peut-être que si Ouais. vous coupiez votre caméra, vous auriez moins de problèmes de connexion. Hop, Oui. j'essaie, oui. Je sais pas. Là, c'est... Oui, on va essayer. Bon. On entend, ouais. Ouais. Tout marchait bien hier, il fallait que ça soit aujourd'hui. Oui, donc par rapport à l'évaluation de psychothérapie, j'essaie de faire court. Donc c'est un mouvement qui s'est développé surtout dans les pays anglo-saxons, particulièrement à partir des années 70. Et à la fin des années 90, en fait, certains auteurs ont fait remarquer qu'il y avait des résultats contradictoires. Par exemple, certains montraient que la psychanalyse était plus efficace que les théories comportementales et cognitivistes, d'autres l'inverse. Et les auteurs ont fini par remarquer qu'en fait, l'obédience théorique des chercheurs qui menaient ces recherches sur l'efficacité des psychothérapies surdéterminait leurs résultats. Autrement dit, ceux qui préféraient la psychanalyse montraient que la psychanalyse était plus efficace, ceux qui préféraient les thérapies cognitives ou comportementales que celles-ci étaient plus efficaces que les autres. Et donc, effectivement, il y a à la fois un biais de confirmation très fort en faveur de l'obédience théorique des chercheurs et réciproquement un biais d'affirmation contre l'obédience théorique des chercheurs. Et effectivement, c'est le cas, par exemple, du rapport INSERM qui est sorti en France en 2003, je crois, ou 2004, et qui montrait que les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales notamment, étaient plus efficaces que la psychanalyse, ce qui a été critiqué par la suite par des études qui montraient en fait, que toutes les thérapies étaient également efficaces, ou voire qui montraient le contraire. Donc, aujourd'hui, l'évaluation en psychothérapie tend finalement à montrer que globalement, toutes les formes de psychothérapie marchent plus ou moins également, ça dépend des domaines, etc. Mais voilà, ce qu'on peut dégager épistémologiquement de ça aussi, je pense, il ne faut pas oublier cette leçon, c'est qu'il faut toujours être attentif, à ce biais de confirmation et d'information qui est relatif à l'obédience théorique des chercheurs. C'est ça aussi que j'ai voulu souligner. Voilà, sans encore une fois dire que ça n'avait aucun intérêt. Au contraire, ça nous apprend des choses, même sur le plan épistémologique. Oui, tout à fait. Je vais vous mettre une référence. C'est l'équipe de Luborski, notamment, en 19. Je vais retrouver le nom exact. Voilà. Bon, et il reste 2 minutes pour une question, Clémence. La question était arrivée à maturation. Ouais, non, en fait, j'ai toujours pas. Enfin, la gestation n'est pas finie. Donc, c'est pas assez clair dans mon esprit pour que je puisse poser ma question. Ça tient du rapport au statut, enfin, au rapport entre science et savoir, avec un parallèle avec la médecine. Je pensais à un texte de Gadamer, en fait, où Gadamer établit que la médecine ne peut pas être considérée comme une science à part entière, puisqu'il y a un savoir-faire derrière. Je me demandais si. Mais c'est complètement flou dans mon esprit, donc je préfère ne pas la poser. Éventuellement, Arthur, si c'est OK pour toi et si j'arrive à maturation, est-ce que je pourrais te l'envoyer par mail? Oui, bien sûr. OK, merci. Merci encore. Pas de souci. Alors, je connais vaguement Gadamer, je n'ai pas lu ce texte, mais... Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de...